sondage pour réveiller un petit peu tout le monde. Qui est plutôt développeur du côté back-end? OK, plutôt front-end? Full stack? Oh, beau ça, super, super. J'ai vu ce matin qu'il y avait beaucoup de développeurs C#. Les développeurs C# qui doivent toucher un petit peu de front-end partent plus souvent sur Angular. C'est plus proche, souvent à prendre en main. Donc je suis content de voir beaucoup de monde ici pour parler un petit peu de React. Alors j'ai beaucoup de contenu pour cette présentation, pour cette session. On va commencer par le début peut-être. Hein. Ce sera sympa. Voilà. Alors, donc oui, beaucoup de contenu, j'espère pouvoir tout couvrir. On va parler de React. J'aurai pas malheureusement le temps de rentrer en profondeur sur tous les concepts derrière React. C'est plus une session pratique. Je vais faire du live coding, on verra ça ensemble. Et puis, à côté de React, Redux. Est-ce que Redux, ça parle à certaines personnes? Déjà entendu parler? OK. Déjà utilisé? OK, chouette, super ça. Bon, plongeons dans le vif du sujet. React. Alors, ah oui, avant de plonger dans le vif du sujet, très rapidement, je m'appelle Harold Waterkeng, je suis Lead Open Source Engineer chez Hackages. Alors, attention, là c'est le petit shameless plug. Hackages, c'est une société qui tourne autour de l'éducation pour les développeurs dans tout ce qui est le monde tech. Donc on fournit des trainings, on fait beaucoup de meet-up le soir, etc. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir notre site, hackages.io. Alors, cette session bien dense, elle va être coupée en 4 parties. La première, je vais faire d'abord une petite présentation sur React pour mettre tout le monde à l'aise. Ensuite, un petit live coding sur React. On va créer notre première application en React ensemble. On repasse ensuite sur une petite présentation sur la librairie Redux. Et enfin, un live coding sur Redux pour qu'on voit en pratique comment l'utiliser. Donc tout ça en 1 heure. Alors, React tout d'abord. Qu'est-ce que React ? Si on va sur le site de Facebook, voilà la définition qu'on trouve, parce que c'est Facebook qui a créé la librairie React. Je vais rester fort près de l'ordinateur, en fait, parce que je suis un vrai touriste, je suis venu sans clicker. Donc la définition, React est une librairie JavaScript pour créer des interfaces utilisateurs. En fait, c'est une définition qui est assez intéressante. Si on regarde, il y a plusieurs aspects. Bon, une librairie JavaScript, le langage du navigateur, pas trop de surprise de ce côté-là. Mais React est une librairie. React n'est pas un framework. React est assez petit, assez simple. React se concentre sur un seul aspect, et pour ma part, le résout d'une façon très élégante, mais il se concentre sur un seul aspect. Et cet aspect en question, c'est construire des interfaces utilisateurs. Donc si vous pensez à votre MVC classique, React ne s'occupe que du V, de la couche de présentation. Et on va voir ensemble comment il résout ce problème. Et en fait, on va en parler tout de suite. La façon dont React attaque ce problème, c'est en utilisant une technique qui est assez populaire maintenant. J'ai fait un petit slide parce que c'est vraiment un buzzword avec une jolie animation. C'est un mot qu'on lit souvent maintenant. Il utilise une technique qui s'appelle le DOM virtuel. C'est une technique qui a été mise au point par les équipes de Facebook et qui maintenant est utilisée dans d'autres frameworks parce que c'est une manière très élégante de résoudre un problème qu'on a en construisant des SPA, des Single Page Applications. Alors, quel est ce problème? Prenons un exemple simple. À gauche, on a des données, d'accord? Donc, une liste de pièces de la maison avec une température et si la lumière est allumée ou éteinte. Et à droite, on a notre vue, notre interface utilisateur qu'on veut afficher à l'écran. Alors, tout le challenge, c'est aujourd'hui, dans une Single Page Applications, les données à gauche sont très dynamiques. Elles sont dans le navigateur, elles ne viennent pas spécialement, elles ne vivent pas que dans le serveur, que du côté serveur. Et on peut imaginer que la température change toutes les secondes, que l'utilisateur peut mitrailler un bouton pour changer l'état des lampes, etc. Et le gros challenge, c'est quoi? C'est que la vue doit à tout moment refléter les données qui sont présentes dans le navigateur. D'accord? Elle doit être constamment synchronisée avec les données. Et ça, c'est un véritable challenge. D'ailleurs, ce n'est pas un challenge qu'essaye de résoudre un développeur web. Il utilise un framework ou une librairie pour résoudre ce problème. Donc l'idée, c'est quoi? Si on repart 10 ans en arrière, comment ça fonctionnait? Le navigateur faisait une requête vers un serveur qui consultait des bases de données, créait toute une page HTML qui était renvoyée sur le navigateur affichait cette page HTML, et chaque clic de l'utilisateur, chaque désir de changer la page, on repartait du côté serveur, on pouvait changer des données, récupérer des nouvelles données, on recréait une nouvelle page web complète qu'on renvoyait au navigateur. Le job du navigateur, très simple, on jette l'ancienne page à la poubelle et on redessine la nouvelle.
Ça marche très bien, mais en termes d'expérience utilisateur, ce n'est pas optimal. On connaît tous la page complète qui flash. Si c'est juste la température qui est passée de 24 à 25 degrés, ce n'est pas l'idéal. On aurait pu juste changer cet élément-là du DOM, ça aurait été plus simple. Et donc, il y a plusieurs approches pour résoudre ce problème, et je vais parler de l'approche qu'utilise React, donc le DOM virtuel. L'idée de React, c'est de garder ce modèle très très simple, c'est-à-dire, on a des nouvelles données, on recrée la vue complètement. D'accord ? Donc, est-ce que juste la température a changé d'1 degré ou est-ce que la liste de pièces est complètement différente ? Ce n'est pas notre problème. On va recréer la vue complètement à partir de rien, à chaque fois. Alors, comme je viens de l'expliquer, on ne peut pas faire ça sur le DOM directement. Le DOM est extrêmement lourd à manipuler, d'accord ? Donc, on ne peut pas se le permettre. Sinon, on perd l'expérience utilisateur qu'on désire. Donc, à la place, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner notre vue, à chaque fois, nouvelle, à partir de rien, mais sur un DOM virtuel. Qu'est-ce que c'est ? C'est une abstraction qui vit au-dessus du DOM, mais qui n'existe qu'en mémoire. D'accord ? Donc elle est très rapide à manipuler et on n'a pas de souci de recréer cet arbre à chaque fois en mémoire. Et c'est là que React apparaît et va faire sa magie là-dessus. React, ce qu'il va faire, c'est consommer ces arbres, donc ce DOM virtuel, et va pouvoir comparer le nouvel arbre qui a été créé par rapport à celui qui reflète ce qui est affiché à l'écran pour le moment. Et alors en utilisant un algorithme, un diffing algorithm, donc un algorithme qui va comparer les deux arbres, React va pouvoir vraiment identifier quels sont les véritables changements qui doivent être effectués sur la page. Et de manière très très performante, je vais faire un peu de place sur l'écran, voilà, il va pouvoir, de manière asynchrone, et en batchant les updates, mettre à jour le véritable DOM, c'est-à-dire la page qui est visible pour l'utilisateur. Ce qui est très sympathique ici, et qu'on n'a pas dans beaucoup d'autres frameworks ou librairies qui attaquent ce problème sous un angle différent, c'est que toute la partie centrale qu'on voit ici, elle est prise en charge par React. Le développeur web, qui doit créer des interfaces, n'y est limite pas exposé du tout. Donc cette couche est très performante, mais elle est là par défaut par React. La seule chose qui importe le développeur, c'est la couche ici, qui est entourée en bleu, qui est comment je fais pour exprimer mon DOM virtuel par rapport à mes données, et c'est tout. Le reste, React va le faire pour moi. Donc, attardons-nous à ce problème en particulier. Donc, je vais un peu simplifier. Donc, on a une pièce et on aimerait bien voir comment construire ce DOM virtuel. Alors, là, c'est le moment un peu compliqué de la présentation, où je vous demande à tous d'être très, très, très attentifs. Je vais devoir, pour pouvoir répondre à cette question qu'on a ici, introduire l'entièreté de la terminologie, le jargon et les concepts derrière React. J'espère que vous êtes tous bien accrochés. On est parti. Alors, en React, on n'a pas de module, on n'a pas de directive, on n'a pas de contrôleur, on n'a pas de service, on n'a pas de scope, on n'a pas de template, on n'a pas de modèle, on n'a pas de vue modèle, on n'a pas de global event listener, on n'a pas de ... Je l'ai dit au début de la présentation, React est une librairie qui se concentre sur une chose et qui le fait très bien. React est très petit, d'accord ? Et donc, il n'y a pas une myriade de concepts qu'il faut ingérer pour pouvoir écrire des applications. Au centre de React, il y a la notion de composant, et c'est ce qu'on va voir de manière plus approfondie maintenant. Donc, petit quiz. Quel concept de React va-t-on utiliser maintenant pour résoudre ce problème ? Quelqu'un ? Un composant React. Merci, formidable. Vous devriez travailler chez Facebook. Bon, on va arrêter le suspense tout de suite. À quoi ressemble un composant React ? Voilà la tête d'un composant React. Alors, pour ceux dans la salle qui ont l'habitude d'écrire du JavaScript, mais qui n'ont jamais vu React, ou pour ceux qui n'ont pas spécialement l'habitude d'écrire du JavaScript, une des premières réactions quand on voit ça à l'écran, c'est plutôt quelque chose qui va comme ça. Beaucoup de remarques du genre « mais c'est complètement affreux, en fait on est en train de mélanger complètement des concerns différents, en fait React c'est juste un templating language et rien de plus ». Et donc je vous demande juste de faire une pause 2 secondes et d'analyser ce qu'on voit ici de plus près. Ok. Donc c'est une notation ES6, donc la dernière version du langage JavaScript, mais qu'est-ce qu'on voit à l'écran ? On voit qu'on définit room_row, qui est une fonction JavaScript, qui prend en paramètre des données et qui retourne en dessous quelque chose qui ressemble à de l'HTML. C'est très perturbant de voir de l'HTML en plein milieu de code JavaScript, je vous l'admets, mais on va y regarder plus près. Mais faisons abstraction de ça pour le moment. Donc on voit une fonction qui reçoit les données en paramètres et qui retourne une vue, qui retourne la représentation de nos données. Au final, c'est extrêmement simple pour le problème qu'on essaie de résoudre. Quoi de mieux qu'une fonction ? On prend les données en paramètres, on retourne une vue. C'est vraiment assez élégant finalement.
Et en fait, il y a même une propriété très sympathique sur cette fonction. On verra plus tard que c'est intéressant. Toutes les données qu'on reçoit en paramètres dans cette fonction, elles sont immutables. D'accord ? Donc ça veut dire qu'à l'intérieur de la fonction, on ne peut pas les changer. Donc ça fait de cette fonction ce qu'on appelle une fonction pure. Et donc en plus d'être simple, elle est mathématiquement parfaite. Donc je dis ça pour le moment, on verra en quoi c'est intéressant plus tard. Mais en gros, React utilise beaucoup de concepts qui viennent de programmation fonctionnelle, qui sont évidemment un paradigme un peu différent pour beaucoup de gens qui viennent d'un langage complètement orienté objet, mais qui sont très intéressants, qui ont pas mal de force, comme on va le voir. Alors, cet HTML au milieu de mon JavaScript, je ne l'ai pas oublié. Regardons ça de plus près. En fait, ça s'appelle du JSX, et ces tags qui ressemblent à de l'HTML, ce n'est que du JavaScript en fait. Ce qu'on voit ici au-dessus, eh bien, c'est 100% équivalent à ce qu'on voit ici en dessous. Et lors de la compilation du code, en fait, le code au-dessus est tout simplement transformé en ce qu'on voit en dessous. Donc, un tag JSX est tout simplement transformé en un appel à react.createElement. C'est juste une fonction JavaScript. Et cette fonction JavaScript prend 3 paramètres. Le premier, c'est quel est le tag qu'on est en train d'afficher à l'écran. Donc, dans le cas suivant, c'est un div. Le deuxième paramètre, c'est l'ensemble des attributs qu'on a donnés à ce tag, ici class name container. Et le troisième paramètre, c'est l'ensemble des enfants de ce tag. Dans ce cas-ci, le div il contient tout simplement un autre tag, donc un autre appel à react.createElement. C'est un H1 qui n'a aucun attribut et qui contient un string qui s'appelle title. T'as dit de bêtises? Non, parfait. Donc, on est tous d'accord, quand on est développeur web, l'HTML on connaît, on y est familier, et on a donc plus facile à écrire le code qui est au-dessus que celui qui est en dessous. Je pense qu'on sera tous d'accord. Alors, là, vous pouvez me suivre, vous pouvez dire, OK, d'accord, on a une espèce de langage sympathique, en fait, on n'est qu'en train d'écrire du JavaScript, c'est du JSX, c'est compilé en des appels à React.createElement. OK, c'est un peu compliqué, mais ça a un très gros avantage. C'est qu'au final, on n'écrit que du code JavaScript. D'accord ? Et donc, ce que ça veut dire, c'est que quand on écrit notre vue, on a l'entièreté de l'expressivité du langage JavaScript à notre portée. D'accord ? Contrairement à des templating languages qu'on peut utiliser dans d'autres frameworks. Ce qui veut dire que, prenons un exemple un peu plus complexe, si j'ai un array d'éléments, un tableau, et que je veux enlever certains éléments de ce tableau, et puis mapper chaque élément de ce tableau vers un autre tag, etc., pour construire ma vue, je ne dois pas utiliser un pipe filter directive pour filtrer mon tableau, j'utilise juste filter, c'est du JavaScript normal. Si je veux mapper mes éléments, je ne dois pas apprendre un ng-for ou un hashtag each, je fais juste map, c'est juste du JavaScript. Donc ça, c'est un peu une force de JSX. Donc, qu'est-ce qu'on fait, par exemple, quand on a du code JavaScript qui devient un peu compliqué? Quelque chose qu'on fait assez régulièrement, c'est extraire une partie du code dans une fonction. C'est ce que j'ai fait ici. Je trouvais que mon H1 était bien trop complexe, donc je l'ai extrait dans une fonction qui s'appelle renderH1 et qui prend l'intérieur en paramètre. Et donc, je peux, au milieu de mon div, appeler cette fonction pour intégrer mon tag H1 à l'intérieur. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'en faisant quelques toutes petites modifications sur cette fonction, ici, c'est-à-dire juste lui mettre une majuscule, parce que c'est une convention, en React, tous les composants commencent par une majuscule, et en mettant des accolades autour du nom, alors ça c'est ISX, je ne sais pas si tout le monde est familier avec ça, c'est la déstructuration, donc le paramètre que reçoit un composant React est un objet, et là je déstructure la propriété name de cet objet. D'accord ? Et en faisant ce tout simple changement, eh bien, renderH1 n'est plus juste une fonction, c'est un composant React valide. Et donc, je peux l'utiliser comme un tag, et les différents paramètres, les différentes propriétés que je lui donne, je peux lui passer via un attribut. Et donc, c'est là qu'on se rend compte qu'en React, on va construire beaucoup de petits composants comme ça, qu'on va composer, naturellement, pour construire une application plus complexe. Alors, maintenant, je vais rentrer un petit peu dans les détails des différents composants. Il y a deux types de composants React, les composants fonctions, qui sont ceux qu'on a vus jusqu'à maintenant, et les composants classes. Je vais rapidement rentrer dans les différentes propriétés de ces deux types de composants. Le composant fonction, donc voilà, ici je n'ai pas déstructuré, on voit que donc on reçoit un objet en paramètre, dans le jargon React ça s'appelle les props, et donc j'affiche props.name à l'intérieur de mon tag. Donc les composants fonctions reçoivent des props en paramètre, immutables, j'y reviendrai, et retournent un DOM virtuel que React va pouvoir utiliser. Alors, on se rend vite compte de quelque chose. J'ai dit que les props étaient immutables. Donc, quand on crée des composants, on peut recevoir des données, mais on ne peut pas les changer. Alors, c'est génial, hein, c'est prédictible, c'est facile à tester, ça a beaucoup de propriétés intéressantes.
Mais quand on veut construire une application dynamique, si tout est immutable, on a vite un problème. Donc il faut pouvoir changer quelque chose si on veut avoir un comportement plus dynamique. Et c'est pour ça qu'on a ce deuxième type de composants, les composants classes. Donc ici, on utilise une classe ISX qui est en React.component, c'est assez similaire. On est juste forcé d'implémenter une méthode qui s'appelle render, dans laquelle on retourne un DOM virtuel. Les props, on ne les reçoit pas en paramètres, elles sont accessibles dans la classe via 10.props, elles sont dans l'instance. Mais en plus des props, on a un state. Et le state, lui, est mutable. Heureusement, ça nous permet de construire des applications dynamiques. Il y a quelques propriétés du state qu'on va voir ensemble. Alors, j'ai pris un très simple exemple pour un petit peu démontrer. Une application qui est composée de deux composants, un container bleu ciel et à l'intérieur un bouton avec du texte. Donc, première propriété, les données sont toujours passées du parent vers l'enfant. C'est ce qu'on voit ici. J'ai le composant parent au-dessus qui affiche un div et à l'intérieur, le child, et lui passe 20 pour la props qui s'appelle value. Dans le child, je m'attends donc à avoir une valeur pour ma value et je l'affiche à l'intérieur de mon bouton. Donc ce qu'on voit, c'est que les données sont passées du parent vers l'enfant. Dans le composant child, je n'ai pas accès au parent. Je ne peux pas lui passer d'informations, je ne peux pas communiquer avec lui. C'est très important en React, c'est le one-way data flow. Alors, j'ai déjà dit, les props sont immutables. Donc ici, c'est le même exemple, sauf que dans le composant child, j'essaye de modifier la valeur de la props que j'ai reçue. C'est même pas que le changement va être ignoré, c'est qu'on a une erreur, c'est pas possible. Les props sont immutables. Alors ça, c'est très sympathique, ça nous aide en fait en tant que développeur, parce que quand moi je suis en train d'écrire le composant parent ici au-dessus, je peux utiliser tout un tas de composants écrits par d'autres personnes de l'équipe. Et quand j'écris mon composant parent, je peux passer des informations. Et je suis sûr que les enfants, enfin les composants que j'utilise, ne vont pas pouvoir modifier ces valeurs que je passe. Donc je n'ai pas besoin d'avoir toute l'application en tête. Je peux juste avoir mon composant que je suis en train d'écrire en tête. Je sais que personne ne va pouvoir changer les données que je passe. Ça aide à raisonner sur l'application. Alors, heureusement, on a quelque chose qui est mutable et qui s'appelle le state. Alors ici, j'ai le composant avec les props. Je vais juste transformer ça en un state. Ça se passe comme ça. Je dois d'abord déclarer un state. Je mets une propriété counter qui est à 0. Et je l'affiche à l'intérieur de mon bouton. Donc au lieu de faire 10.props.counter, j'ai 10.state.counter. Rien de spécial jusqu'ici. J'ai dit que le state était mutable. Je vais vous montrer comment on met à jour le state. Il y a une petite particularité en React où on ne s'attend peut-être pas à faire ça de cette façon-là naturellement. Donc j'ai déclaré une méthode qui s'appelle inc et qui va appeler 10.setState et qui va mettre counter à la valeur actuelle plus 1. Et je passe cette fonction à mon bouton, comme ça, quand on clique dessus, eh bien, je modifie effectivement le state, c'est ce qu'on voit dans l'animation en dessous. Alors pourquoi est-ce que j'appelle setState? C'est quelque chose qu'il faut savoir, on n'aurait peut-être pas pu y penser naturellement. Ce qu'on aurait pu faire naturellement, c'est prendre 10.state.counter et juste incrémenter la valeur et la mettre à l'intérieur. En fait, setState fait ça, mais il fait une chose en plus. setState fait deux choses. La première chose que setState fait, c'est effectivement changer la valeur de counter dans l'objet state, mais en plus de ça, il va dire à React, il y a un state qui a changé ici dans ce composant, il va falloir que tu appelles render, comme ça tu as une nouvelle version du DOM virtuel et tu peux faire toute ta magie pour mettre à jour la page. En fait, si au lieu d'appeler setState, je modifie directement state.counter, la valeur va effectivement être mise à jour, mais sur la page, j'aurai rien, parce que React n'a pas été mis à jour, il ne va pas recalculer et faire la différence des DOM virtuels et mettre à jour la page. Okay. C'est beaucoup de concepts, je sais, je vais vite, mais on a beaucoup de contenu. Alors le state peut passer comme props. Le state vit uniquement dans un composant, il est interne à un composant. Vous allez voir ce que je veux dire par là. Donc là, j'ai bougé le state dans le parent. C'est lui qui maintient ce state. Et je peux passer des valeurs de mon state. Par exemple, ici, je passe la valeur du compteur au composant child via la props value. Et donc, je peux l'utiliser dans le child. Mais on voit qu'elle est passée via des props. C'est-à-dire que le child ne peut pas modifier le state du parent. Il n'y a que le parent qui peut modifier le state, parce que c'est là qu'est défini le state. Et là, c'est chouette à nouveau. On peut passer des valeurs en sachant que personne ne va pouvoir les modifier. Donc quand on écrit le composant parent, on ne doit pas se soucier des effets de bord, etc. Mais on se rend vite compte qu'il y a un problème. Parce que si le state est dans mon parent, mais que c'est le child qui affiche le bouton, moi, c'est quand on clique sur le bouton que j'ai envie de mettre à jour mon state. C'est ici que j'ai envie de mettre une fonction qui modifie le state quand on clique sur le bouton. Donc là, j'ai un problème. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait comme ceci. On définit une méthode, comme je l'ai montré avant, pour mettre à jour le state dans le parent, puisque c'est là que le state se trouve. Et on peut passer cette fonction, ici via la props onChange, à l'enfant, et l'enfant pourra alors l'appeler pour mettre à jour le state dans le parent. Tout ce que le child a à se soucier, c'est qu'il va recevoir une fonction
de son parent et qui va l'appeler quand on clique sur le bouton. Donc ce qu'on voit, c'est que les données descendent toujours en React, du parent vers l'enfant, mais les événements, eux, remontent. D'accord ? Donc ça, c'est une propriété importante en React. Les données descendent, mais les événements remontent. On arrive à la fin de la première partie de cette présentation. Alors, petit récapitulatif, donc React est une librairie JavaScript pour construire des interfaces utilisateurs. Elle utilise une technique du DOM virtuel, comme on l'a vu, et qui permet de tout simplement reconstruire la vue à chaque fois, c'est très sympathique. React a une notion, c'est la notion de composant. On a vu la notation JSX, qui est plus sympathique à écrire pour un développeur web, qui ressemble à de l'HTML, mais qui en fait est du JavaScript. On a vu les props, passer du parent vers l'enfant, qui sont immutables, et on a vu le state, qui est interne à un composant et qui, lui, est mutable. Et donc, très important, propriété en React, le one-way data flow, donc les données descendent toujours. Voilà, première partie de la présentation. Maintenant, comme ça a été très rapide sur les concepts, je vous propose de faire un petit live coding. Alors, on est parti. Tac. Là. Hop. Hop. Voilà. Voilà, on est parti. Alors, c'est un peu embêtant. Voilà. Ce qu'on voit ici, j'ai un composant app qui est affiché à l'écran et qui, pour le moment, affiche un H1. Bon, je vais rapidement changer ça et mettre un div, ça, voilà. Donc on a le live reload qui fonctionne bien. Alors, on va un peu améliorer cette application. On va commencer par mettre un titre. Donc je vais mettre un header, dedans un H1, un H2, introduction, React. Voilà, super, c'est quand même plus joli. Alors, rapidement, ce qu'on va se rendre compte, c'est que ça ressemble quand même à une entité qui peut vivre d'elle-même, et on va extraire ça dans un composant, comme ça, il pourrait être réutilisé, même d'un projet à l'autre. Donc, je vais définir une nouvelle fonction qui s'appelle header, qui ne prend aucune donnée, c'est un header statique, et qui me retourne ce markup. Voilà, aussi simple que ça, c'est un composant React valide, et du coup, je peux juste l'utiliser comme ceci, et ma page fonctionne toujours, je peux même en mettre plusieurs si j'ai envie, ça fonctionne très bien. On n'a envie que d'un seul header. Alors, on va un peu complexifier cette application. Hop. Div. Dedans, on va mettre un H1. Hop. Une boîte. Formidable. On va en mettre une deuxième. Voilà. Bon, là, on se rend vite compte, à nouveau, on est en train de copier-coller du code, ça c'est jamais bon. On va extraire ça, ça m'a l'air d'être un composant valide, qu'on va appeler box. Donc je vais définir un composant qui s'appelle box, à nouveau, très simple, et qui va prendre ce contenu ici. Et du coup, parfait, je peux maintenant utiliser mon composant box et en mettre autant que je veux. Ah, on a un problème, on a perdu une fonctionnalité, c'est que maintenant ils ont tous le même titre. Bon, on a vu qu'on peut passer des props au composant, donc je vais lui passer une prop qui s'appelle title, et à la place d'écrire first, je vais écrire le title que j'ai reçu. Formidable, je peux donc passer un title à mes composants, celui-là va s'appeler first, et le second va s'appeler second, du coup. On va un peu formater. Voilà, ça fonctionne, super. Donc on a un composant statique et un composant qui prend des props. Alors on va un petit peu complexifier, parce que ne fait pas grand-chose notre application. Laissez-moi juste me souvenir de... Voilà, c'est ça. Je vais mettre un bouton. Vous allez très vite voir vers quoi je me dirige. Hop, hop, et voilà. Voilà, je complexifie mon composant. Ce qui est chouette, c'est que je peux le réutiliser autant de fois que je veux. Ça fonctionne. Alors, je pense que vous voyez où je me dirige. Donc j'ai un bouton moins, un bouton plus, on aimerait bien que ça mette à jour le compteur à l'intérieur. Donc là, c'est quelque chose qui est mutable, donc on va avoir recours au state, qui est la seule chose qui est mutable. Alors, où est-ce que je vais mettre mon state? Bon, on va commencer par le mettre dans mon application, par exemple. Donc ici, je vais avoir un state que je vais définir, qui contient juste une propriété counter, qui est initialisée à 42, comme ça on voit bien la différence. Et je vais passer ça ici à une props que je vais appeler value, comme ça on voit qu'on peut utiliser des noms différents. Et je lui passe la valeur du compteur pour la props value. Je vais faire ça pour la deuxième box aussi.
comme ceci. Et donc maintenant, en plus du titre, je reçois value que je peux afficher ici à l'intérieur. Value. Et j'ai bien 42. Chouette. Maintenant, on va essayer de faire fonctionner les boutons. Le state est défini dans app. Donc c'est ici, je suis obligé de mettre les méthodes qui font changer le state à l'intérieur ici. Donc je vais faire une première fonction qui s'appelle deck. Et qu'est-ce qu'elle va faire, cette fonction? Elle va mettre à jour le state. Comme on l'a vu, il faut que j'appelle cette state. Et elle va mettre counter à la valeur actuelle de counter, -1. Et on va vite dupliquer ça, qu'on va appeler inc, et qui, elle, va faire +1. Très surprenant. Voilà. Alors maintenant, je n'ai plus qu'à passer ces deux fonctions ici. Pour deck, je lui passe 10.deck, parce que je l'ai défini ici à l'intérieur de mon composant. Il faut faire attention que je n'appelle pas la fonction comme ceci. Je lui passe une référence vers la fonction directement. Je vais mettre ça ici, et je vais mettre l'autre. Hop, inc, voilà. Oups, en train de faire des bêtises. Voilà. Alors maintenant que j'ai fait ça, c'est chouette. Ma box reçoit bien deux fonctions, mais je n'en fais rien. Je vais prendre deck et inc, oups, et je vais les passer quand on clique sur les boutons. Donc ici, je vais appeler deck, et ici, je vais appeler inc. Super. Et donc maintenant, en théorie, mes boutons permettent d'incrémenter et de décrémenter mon compteur. Alors ce qu'on voit, c'est que les compteurs sont synchronisés. Ça, c'est assez logique. J'ai mis mon state dans mon application et je le partage entre les différentes boîtes que j'utilise, les différentes boxes. Bon, ce n'était peut-être pas le requirement qu'on avait initialement, donc on va essayer d'améliorer. Bon, si on veut des compteurs individuels, on va devoir bouger le state d'endroit. Alors, on pourrait le mettre ici dans box, le state, mais je vais vous proposer autre chose qui est une bonne pratique en React, c'est de séparer la présentation de la logique. D'accord ? Donc box ici s'occupe vraiment de la présentation, c'est-à-dire il affiche un titre, des boutons, etc. Mais il n'a pas vraiment à se soucier de la logique. Donc ce que je vais faire à la place, c'est créer un autre composant qui est de type class cette fois-ci parce que j'ai besoin d'un state que je vais appeler boxContainer et qui est en react.container. Container, voilà. Component. Voilà. Alors, j'ai besoin d'une méthode render. Hop. Et qu'est-ce que ma méthode render va faire? Elle va juste afficher une box, en fait. Et je vais bouger le state que j'avais défini ici dans mon box container. Voilà, donc chaque box container aura son propre state et ses propres fonctions. Et je vais passer tout ça à la box. Là, ici, je vais reprendre ce que j'avais. En fait, je vais reprendre toute la box. Voilà. Que je vais mettre ici. Donc, je lui passe bien... Je pense que, voilà, parfait. Je lui passe bien les deux fonctions, la valeur du compteur, et je lui passe un titre qui est pour le moment hardcodé. Mais on va se dire que boxContainer va recevoir une props qui s'appelle title, et il va juste la transférer à la box. Donc voilà, j'ai un boxContainer qui est maintenant valide, et que je peux donc l'utiliser à la place de mes box ici, sans oublier de lui passer un titre. Hop, et je vais en mettre une deuxième. Voilà. Et maintenant, j'ai bougé mon state qui est propre à chaque box. Voilà, donc j'ai été très vite sur les différents concepts de React. Où est-ce que j'en suis au niveau timing? C'est une catastrophe, c'est parfait. Alors, donc voilà, ça c'était React. On a vu qu'il n'y a pas tellement de choses dans React. On a la notion de composant, la notion de props et de state. OK, c'est super. Alors maintenant, j'ai envie de vous parler de Redux. Redux, on n'est pas obligé de l'utiliser avec React. C'est une librairie qu'on utilise souvent avec React. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. En fait, Redux résout un problème. Où est cette présentation? Voilà. Voilà, Redux. Yop, je vais me lever. Voilà. Alors, c'est une courte présentation parce que je vais expliquer les concepts à nouveau via un live coding. Donc Redux. Redux est une librairie qu'on peut utiliser avec React et qui résout un problème qui est le management du state dans une application. Bon, on a vu qu'il y avait déjà un management de state un peu simpliste dans React. Donc pourquoi est-ce qu'on a besoin de Redux? Eh bien, on va juste reprendre un exemple. Voilà l'application qu'on a créée ensemble. On avait deux composants, bon, peut-être un peu plus à la fin, mais principalement on avait une app. Et à l'intérieur, on avait des composants box, d'accord? Et initialement, on avait le state qui était défini dans l'app, et on passait la valeur du compteur aux différentes box, et les deux fonctions pour mettre à jour le compteur aux différentes box, d'accord? Pour qu'elles puissent s'utiliser dans les boutons. Alors, c'est une app assez simple, et ça fonctionne très bien. On peut juste utiliser le state de React, on n'a absolument pas besoin de Redux. Le problème, c'est qu'on écrit rarement des applications qui sont aussi simples,
Et lorsqu'on commence à écrire une application React, très vite, c'est l'objectif. On crée beaucoup de petits composants qui sont faciles à tester, qui sont très simples. Et donc, on se retrouve rapidement avec des applications qui ont plus une tête comme ceci. D'accord ? Et c'est dans ces cas-ci qu'on peut être confronté à un problème avec la gestion du state tel qu'on l'a vu jusqu'à maintenant. En fait, ce qui se passe, c'est que, imaginons que la boîte tout à gauche ici, c'est un compteur qui se trouve quelque part dans la page et qui affiche une valeur. Et cette boîte ici, c'est un bouton qui, quand on clique dessus, met à jour le compteur. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit définir un state quelque part pour maintenir la valeur de ce compteur et une fonction qui doit être définie au même endroit. Et on va passer la valeur du compteur via les enfants et la fonction pour mettre à jour le compteur à nouveau via les enfants. Mais donc, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on va avoir quelque chose comme ça, parce qu'on a besoin de trouver un parent commun pour mettre ce state, où on peut définir la fonction et le state. Et là, si notre compteur il est là et que notre bouton il est là, le parent commun, il faut remonter très haut et c'est la racine de notre application. Donc on va devoir mettre le state du compteur à la racine de notre application. Et alors, ce qu'on va devoir faire, c'est que de la racine, on va devoir passer la valeur du compteur au composant en dessous, qui lui va juste passer la valeur au composant en dessous, passer la valeur au composant en dessous, jusqu'à arriver au compteur qui va enfin pouvoir l'afficher. Mais donc, si un des composants là au milieu, c'est juste un menu, eh ben, ce composant menu va maintenant recevoir une props qui est la valeur du compteur et il doit se souvenir qu'il doit la passer au deuxième élément du menu, alors qu'en fait le menu n'a absolument pas besoin de cette valeur du compteur. Mais comme c'est la seule façon de passer des données vers le bas, donc, voilà, on se retrouve à avoir ce type de comportement qui n'est pas spécialement propre. Et c'est là que Redux propose une alternative et que je vais un petit peu décrire brièvement. Alors, l'idée dans Redux, c'est de détacher ce state de l'application et de l'avoir vivant à côté de l'application plutôt qu'à l'intérieur des composants. D'accord ? Donc en Redux, on va avoir ce qu'on appelle un store. Alors ce qui est important dans Redux, c'est qu'il est unique. Il y a un seul store pour toute l'application. D'accord ? Et il vit à côté de l'application. Alors, on peut, je le précise quand même, on peut utiliser Redux sans React. Ici, c'est une présentation sur React, donc je vais vous montrer comment on utilise Redux dans React, mais on peut utiliser Redux tout seul, ou avec Angular, ou avec Vue.js. Il y a des implémentations de Redux qui sont appropriées pour ces frameworks. Mais là, on va le voir dans le cadre de React. Donc, l'avantage ici, c'est que ce store qui vit à côté de notre application, eh bien, n'importe quel composant va pouvoir se connecter, vous allez voir pourquoi j'utilise ce terme plus tard, sur le store pour lire les valeurs qui l'intéressent. Donc notre compteur qui se trouve tout en bas là, il va aller pouvoir lire dans le store la valeur du compteur, et tous les composants qui sont dans l'arbre, eux, ne sont pas affectés par le fait que ce composant-là a besoin de la valeur du compteur. Donc ça, c'est très pratique. Alors, il y a une propriété quand même il y a plusieurs propriétés très importantes dans Redux. C'est vraiment basé sur des concepts fonctionnels. Donc c'est peut-être un paradigme assez compliqué à appréhender la première fois. Le store est immutable. À nouveau, beaucoup l'immutabilité, ça revient. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le changer. Bon, en pratique, de toute façon, quand on va lire des valeurs du store en React, ça va être passé via des props. Et on sait que les props sont déjà immutables, donc pas de problème. Mais le store lui-même est complètement immutable. Il n'y a rien dans l'application qui peut changer le store. Donc, comment on fait si on a un compteur qu'on veut incrémenter? Il y a un mécanisme qui permet de, entre guillemets, mettre à jour le store. Donc, je vais utiliser le jargon Redux. Les composants vont être capables de dispatcher des actions. D'accord? Alors, dispatcher des actions, qu'est-ce que ça veut dire? Une action, vous pouvez le voir comme par exemple un petit billet sur lequel on écrit le changement qu'on désire. Donc, on n'effectue pas le changement, on décrit juste le changement dont on a envie. D'accord? Et les composants, quand ils vont dispatcher cette action, c'est-à-dire, vous pouvez imaginer juste jeter le billet en l'air pour que quelqu'un s'en occupe. D'accord ? Donc, les composants dispatchent une action. Une action, ça peut être, par exemple, incrémenter le compteur. D'accord ? Et en JavaScript, on le verra, l'action, c'est juste un objet JavaScript qui a une propriété type qui décrit le type d'action qu'on veut. Et alors, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une partie dans Redux qui s'appelle les reducers, qui sont des fonctions, qui vont collecter toutes ces actions pour exécuter le changement. Et qui vont pouvoir appliquer ces changements sur le store. Alors là, je me contredis un petit peu, je vous avais dit que le store était immutable, personne ne peut le changer, etc. etc. C'est vrai. Le reducer, comme on va le voir, est une fonction qui prend deux paramètres. L'état actuel du store, donc le store actuel, et l'action, donc la description du changement. Et cette fonction va retourner un nouvel état, donc un nouveau store. D'accord ? Et ce nouveau store va remplacer l'ancien. Donc le store est vraiment immutable, on ne sait pas le changer. Donc si on veut le changer, qu'est-ce qu'on fait? On crée une nouvelle version et on enlève l'ancienne.
D'accord ? C'est exactement ça que fait le réduceur. Et donc le réduceur, si on creuse un peu dans la programmation fonctionnelle, le réduceur est une fonction pure, c'est-à-dire qu'il reçoit des paramètres en input, il n'a pas le droit de les modifier, le state qu'on reçoit, on n'a pas le droit de le modifier, il est immutable, on va juste créer un nouveau. Donc une fonction pure ne modifie pas les paramètres qu'elle reçoit. Pour un set de paramètres, retourne toujours le même résultat et n'a aucun effet de bord. C'est-à-dire on ne va pas accéder à des données qu'on n'a pas reçues en paramètres et on ne va rien modifier en dehors des calculs qu'on fait à l'intérieur de la fonction. Mais ça va devenir plus parlant lors de la démo. Donc 3 propriétés très importantes dans Redux. Le store est le single source of truth. Il n'y en a qu'un seul pour l'application et c'est là qu'on a toutes les données de l'application. Donc ça, c'est pratique qu'il n'y en ait qu'un. Pas besoin de synchroniser des données, etc. S'il y a un compteur quelque part, si on l'affiche à 10 endroits sur la page, ce sera la même valeur. On n'a pas à se soucier de problèmes de synchronisation. Le state est read-only, ça, je l'ai assez mentionné, je pense, et les changements sont faits via des fonctions pures qu'on appelle les réduceurs. Alors, plutôt simple, en fait. Combien de temps il me reste ? Cool, j'ai rattrapé. Alors, on va prendre un exemple. À nouveau, une application assez simple, une to-do list. La to-do list est déjà implémentée. On va partir d'un code qui fonctionne, qui est écrit avec juste du React, avec un state, d'accord, qu'on modifie, et qui est affiché ici à l'écran. Donc on a une app, d'accord, qui affiche 2 autres composants, un header, le même qu'on a créé tout à l'heure, et un autre composant qui est une to-do list, d'accord. Et la to-do list, elle va afficher des composants to-do autant qu'on a de to-do dans la liste, d'accord. Alors, dans cette première implémentation, le state se trouve dans l'app. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Dans l'app, on a un state avec un array de to-do à l'intérieur. Et une fonction qui permet de changer l'état d'un to-do, savoir s'il a été réalisé ou pas. D'accord ? Alors, on va passer à la to-do list la liste de to-do, pour qu'elle puisse afficher tous les to-do components, mais on va également passer la fonction qui permet de changer l'état d'un to-do. Non pas que la to-do list en a besoin, mais le to-do en a besoin, parce qu'il y a un bouton dans le to-do, et quand on clique dessus, on veut changer l'état. Donc là, c'est un exemple typique où la to-do list reçoit une props toggle, elle n'en a absolument pas besoin, mais c'est juste pour la passer au to-do qui est à l'intérieur. Et donc, comment est-ce qu'on va refactorer cette application ensemble pour utiliser Redux ? On va utiliser comme ça. On va avoir notre store qui vit à côté de l'application qui contient tous les to-do. D'accord ? Le composant to-do list va se connecter sur le store pour récupérer tous les to-do et pouvoir les afficher. Donc, on n'aura plus de state dans l'app. Et le to-do, qui a un bouton pour changer son état, va pouvoir dispatcher une action. Et cette action, qu'est-ce que ce sera ? C'est une action qui va dire toggle to-do pour dire qu'on a envie de changer l'état d'un to-do. Et c'est les réduceurs qui vont s'occuper de gérer toute cette mécanique. Voilà. Alors, on est reparti en mode live coding. Yop. Et je suis dans les temps, c'est bien. Je vais un peu ralentir. Hop. Voilà. Voilà, alors on voit l'application, ça ressemble un peu à l'ancienne. On a 3 to-do et quand on clique dessus, on peut changer leur état, d'accord ? Donc de réalisé à non réalisé. Alors, ça c'est mon application actuelle avec un state, la fonction toggle, qu'on passe à la to-do list, etc. Mais on ne va pas trop regarder à ça pour le moment. Oups, je vais remettre le micro. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est créer un nouveau fichier pour juste introduire Redux. Et là, vous allez voir qu'en fait, on peut tout à fait faire du Redux sans faire de React. Donc voilà, j'ai créé un nouveau fichier, Redux, et on va créer tout le boilerplate de Redux. Pas tellement, finalement. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est créer un store, le store qu'on va utiliser pour notre application. Donc, je vais définir un store. Et comment est-ce qu'on crée un store ? On appelle tout simplement create store qui vient de Redux. Pas plus compliqué que ça. Jusque-là, je pense que tout le monde suit. Alors, là, on va avoir une erreur, en fait. Pourquoi ? Parce que create store a besoin d'avoir les reducers. D'accord ? Les reducers, c'est ce qui va permettre de remplacer le store par une nouvelle version. Et on ne peut pas créer le store si on n'a pas donné les reducers qui permettront de faire les changements. Très bien, on va créer un reducer. Dans ce cas, on va créer un reducer qui est une fonction qui prend l'état actuel et une action et qui va
retourner un nouvel état. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai créé un réduceur qui est tout à fait valide et tout à fait inutile, c'est-à-dire qu'il reçoit l'état actuel et un ordre de changement, il ignore complètement ce qu'on lui a demandé et il retourne juste l'état actuel. Voilà le nouvel état, c'est le même qu'avant. D'accord? Mais donc ça, c'est un réduceur tout à fait valide que je peux donc passer ici pour créer mon store. Génial. Donc maintenant, j'ai un store valide. Ce que je vais faire, c'est juste le mettre dans l'app, comme ça on peut voir un peu ce qui se passe dans la console de Chrome. Donc je vais juste l'importer ici. Ici, je viens de l'implémenter. Et alors juste, pour ne pas qu'il me dise que je ne l'utilise pas, je vais tricher, je vais faire n'importe quoi. Voilà, comme ça il sera content. Alors, on est reparti ici. Je vais prendre le navigateur à côté et afficher la console. Voilà. Un peu plus grand. Alors, première chose qu'on va faire, c'est afficher le contenu du store. Donc, je vais faire store.getState. C'est comme ça qu'on récupère le contenu du store. Et je vois que j'ai undefined. Super, c'est normal, je n'ai jamais expliqué à quoi devait la tête que devait avoir mon state. Alors, la première chose que je vais faire pour un peu expliquer, c'est que je vais juste ici afficher l'action que je reçois. D'accord? Donc dès qu'une action va passer dans le réduceur, je vais l'afficher dans la console. Ah, oh cool, on voit que mon réduceur a déjà été appelé et qu'il a reçu une action. Alors qu'est-ce que c'est une action? C'est un objet JavaScript qui a un type. Et le type ici, c'est @redux/init. OK, bon, j'ai jamais dispatché cette action, je ne sais pas trop d'où elle vient. En fait, ce qui se passe, quand on crée le store de Redux, il va automatiquement dispatcher cette première action pour initialiser le state. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, il va, lorsque je fais create store, il va appeler mon réduceur, il va lui donner le state, mais il est inconnu, donc ça va être undefined. Et c'est ça qui me donne l'occasion de l'initialiser en lui donnant une valeur par défaut, d'accord? Donc l'action que je vais recevoir, c'est @redux/init. C'est toujours une action qu'on ignore parce qu'elle ne nous sert à rien, mais elle va permettre à initialiser mon state. Donc maintenant que j'ai donné une valeur par défaut, que je retourne ici, eh bien en effet, la valeur de mon state, c'est un array vide, ce qui est parfait pour stocker ma liste de to-do. Super, on progresse. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est dispatcher une action, ma propre action, à Redux. Donc ici, je vais dispatcher. Qu'est-ce que c'est? Je dois lui passer une action. C'est un objet JavaScript et au minimum, on a besoin d'un type qui est un string. On va appeler ça add_to_do, d'accord? Et on va lui donner un payload. J'appelle ça payload, j'aurais pu appeler ça n'importe quoi. La seule chose qui est obligatoire, c'est d'avoir une propriété qui s'appelle type. Et mon payload, on va lui donner quelque chose qui ressemble à un to-do, peut-être un ID et content. Le premier, c'est learn React. Super. Alors, si je sauve et que j'affiche le state juste après, d'accord, ce qu'on voit, c'est que mon réduceur a été appelé, il a bien reçu l'action que je lui ai donnée avec le add_to_do et le payload. Mon state n'a pas changé. Pourquoi? Parce que j'ignore complètement cette action à nouveau dans mon réduceur. Mais finalement, ça, c'est une action qui m'intéresse ici dans mon cas. Donc si jamais le type de mon action, c'est add_to_do, alors là, j'ai envie de faire quelque chose, parce que ça, c'est une action qui m'intéresse. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de l'ajouter à la liste. Super. Alors, premier réflexe, c'est de faire ça. Hop, et je mets action.payload parce que c'est ça mon to-do. Alors, si vous vous souvenez un petit peu, interdit de faire ça. Pourquoi? Je reçois l'état actuel en paramètre. Et push est une fonction qui va muter l'objet, donc qui va modifier l'état actuel en ajoutant mon to-do dans le tableau. Ça, c'est totalement interdit dans Redux. On doit retourner un nouveau state. Donc ici, je ne peux pas faire push. Ce que je vais faire à la place, et à nouveau, c'est du ESX, je vais créer une copie du state. Donc ça, c'est juste créer un nouveau tableau et mettre ce que j'ai dans state à l'intérieur. Donc je crée une copie. Et sur la copie, là, je peux tout à fait ajouter action.payload qui est mon to-do. Super. Donc là, je n'ai pas modifié le state, je crée un nouveau. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que mon add_to_do a bien été pris en compte et que maintenant, mon state, c'est super, mon to-do a été ajouté à l'intérieur. Génial. On va ajouter un deuxième to-do, le to-do numéro 2, qui s'appelle learn Redux. Hop, tout ça fonctionne bien. Après avoir dispatché cette action, j'ai bien deux objets à l'intérieur de mon state. Chouette. On va ajouter un dernier type d'action qui s'appelle toggle to do pour pouvoir dire qu'on a effectué une tâche. D'accord? Donc, elle va avoir un type qui est toggle to do.
et un payload pour tout simplement dire quel to-do on a envie de changer. D'accord ? Ici, ce sera le premier, par exemple, parce que React, on l'a déjà appris, on est en train d'apprendre Redux. Donc le premier, on peut déjà dire qu'on l'a fait. D'accord ? Alors, cette action, je l'ai dispatchée. À nouveau, je ne l'utilise pas encore dans mon réduceur. Donc, aucun changement, c'est pas ça que je voulais faire, aucun changement après que l'action ait été dispatchée. Donc, on va la prendre en considération ici. Donc, si jamais le type de mon action, si j'y arrive, hop, toggle to do, dans ce cas, qu'est-ce qu'on a envie de faire ? On a envie de prendre le to do en question et de lui ajouter une propriété pour dire qu'il a été réalisé. D'accord ? À nouveau, ça va être un peu plus compliqué ici parce que je ne peux pas muter l'état existant. Je vais devoir faire des copies de tout. D'accord ? OK, donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre mon state et je vais mapper chacun des éléments. Alors ça, c'est super chouette en JavaScript. Map, crée une copie, me retourne un nouvel array. Elle ne modifie pas l'array actuel. Ça, c'est super. Donc je peux utiliser map, il n'y a pas de problème. Donc là, je vais recevoir chacun des to-do l'un après l'autre. Alors, il faut que je regarde si c'est le to-do en question. Alors, je dois l'afficher comme réalisé. Si ce n'est pas le to-do en question, ben, je garde juste le to-do que j'avais, il n'y a pas de problème, je ne le modifie pas. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça ? Ben, si le UUID du to-do est le payload de mon action, ça veut dire que c'est en effet le to-do qui m'intéresse. Sinon, je vais faire autre chose. Alors, si ce n'est pas le to-do qui m'intéresse, ben, je retourne juste le to-do tel que je l'ai maintenant, je n'ai rien à modifier. Si c'est le to-do qui m'intéresse, je vais devoir faire une copie. D'accord ? Donc, à nouveau, des structures, du spread operator en ES6. Je crée une copie de mon to-do et je lui ajoute une propriété qui s'appelle completed et je la mets à l'inverse de ce qu'elle est pour le moment. Ça va ? Tout le monde suit ? Je vais formater ça. Donc, un peu plus compliqué parce qu'on doit toujours bien avoir en tête qu'on ne peut pas modifier le state actuel. On doit toujours faire une copie des différents objets qu'on manipule. D'accord ? Donc là, je crée un nouveau tableau. À l'intérieur, chaque to-do que je modifie, je dois le copier avant de le modifier. D'accord ? Donc voilà, mon implémentation est terminée. Donc si maintenant je regarde après avoir dispatché mon action, on voit que le premier to-do, learn React, a bien une propriété completed à true. Voilà, ça c'est Redux. Donc on a vu la notion de réduceur. Prend l'état actuel et une action, on retourne un nouvel état. Donc on voit qu'ici, notre réduceur s'occupe de manager notre liste de to-do. Et il y a deux actions qui l'intéressent, c'est ajouter un to-do ou changer l'état d'un to-do. Toutes les autres actions qui vont faire d'autres choses dans notre application, ben ici, on les ignore parce qu'on n'en a pas besoin. À partir de ce réduceur, on peut créer un store. Et on va voir maintenant qu'on va connecter ce store à React. Et donc, on peut dispatcher des différentes actions pour mettre à jour l'état de notre application. Alors, on va repasser dans le code React et on va ajouter notre store. Donc je l'ai déjà importé ici. Bon, ce qu'on va faire, c'est d'abord nettoyer le code actuel. Ben voilà, tout le state qu'on avait ici dans notre app, maintenant on peut l'enlever, on n'en a absolument plus besoin. À la to-do list, on lui passait une props qui permettait de changer l'état d'un to-do, pas besoin. Les to-do, pas besoin. Voilà, super, beaucoup plus propre. On va aller dans to-do list. Bon, je vais avoir des erreurs évidemment, mais je vais aller dans to-do list. Qu'est-ce qu'on avait ici ? Donc j'affichais un UL et puis j'itérais sur chacun des to-do et je mappais chacun des to-do que je recevais vers un composant to-do où je lui passais différents attributs. Et la fonction toggle, maintenant, elle ne viendra plus d'ici. Mais ça paraît valide. Alors évidemment, notre to-do list ne reçoit plus les to-do, hein, ça on doit fixer. Et to-do, lui, ce qu'on voit, qu'est-ce qu'il fait ? Il a un LI et dès qu'on clique dessus, ben, on veut toggler compléter l'élément et à l'intérieur, ben, on affiche le contenu du to-do. OK, bon, on va fixer tout ça. Commençons par to-do list, parce que maintenant, notre to-do list ne reçoit plus la liste des to-do. Donc, on va connecter notre application à Redux, première chose à faire. Donc, je retourne dans l'app et je vais vous expliquer. La première chose à faire, c'est d'ajouter un provider. Donc, ça, c'est un composant qui est fourni par la librairie qui permet d'utiliser Redux dans React, qui ne vient pas du tout de là. Voilà et voilà. Et le provider, qu'est-ce qu'il fait ? Il va prendre le store Redux qu'on a créé dans notre autre fichier et il va, grâce à ce composant, l'injecter dans le contexte React. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça va tout simplement dire qu'il va rendre le store accessible à tous les composants à l'intérieur du provider. Alors, c'est pour ça qu'évidemment, le provider, on le met tout au-dessus de notre application comme premier composant. Comme ça, n'importe quel composant à l'intérieur va pouvoir accéder au store. D'accord ? Voilà. Donc, mon store est maintenant disponible partout dans mes composants. La première chose que je vais faire, c'est, comme on l'avait vu sur les slides, je vais essayer d'aller chercher dans Redux ma liste de to-do pour les passer à ce composant-ci. Alors, comment ça se passe ? Je vais définir un nouveau composant, to-do list. D'accord ? Et celui-ci n'est plus le composant que je vais exporter. Et je vais vous expliquer pourquoi dans une seconde.
Alors, comment ça se passe? Avec Redux, on a une méthode qui s'appelle connect, qui va permettre de connecter un composant à Redux. L'idée, c'est que, toujours programmation fonctionnelle, on ne modifie jamais un élément, on crée toujours des nouveaux. Connect, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un composant et va retourner une nouvelle version de ce composant qui, elle, est connectée à Redux. D'accord? Donc, to-do list, underscore to-do list n'est pas connecté à Redux. Je le donne à connect, et ça va me retourner un nouveau composant qui s'appelle to-do list et qui, lui, est connecté à Redux. D'accord? Alors, connect, c'est une fonction qui retourne une fonction, donc c'est pour ça qu'on a plusieurs fois des parenthèses. Et à l'intérieur du premier appel à connect, on va lui dire un petit peu qu'est-ce qu'on doit aller chercher dans Redux, en fait. C'est quoi qui l'intéresse, ce composant? On ne va pas prendre l'entièreté du store à chaque fois, il n'y a peut-être qu'une partie qui l'intéresse. Donc, c'est pour ça que connect prend une première fonction qui s'appelle map_state_to_props, qui va prendre le state et qui va retourner des props. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Map_state_to_props, c'est une fonction qui va être appelée, qui va recevoir l'entièreté du store de Redux. On va pouvoir piocher juste ce qu'on a envie dedans et donner ça comme props à notre composant. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qui nous intéresse? On voit que le composant to-do-list, il a besoin d'une props qui s'appelle to-dos. Du coup, on va ajouter une props qui s'appelle to-dos. Et qu'est-ce qu'on veut mettre comme valeur? On sait que notre state, l'entièreté du state qu'on a défini dans l'autre fichier, c'était notre tableau de to-do. Donc on va juste lui donner le state entier, parce que c'est exactement ça qu'on a besoin dans ce cas-ci. Et donc maintenant, je peux passer ma fonction ici, map_state_to_props, sans l'appeler. Voilà, alors normalement, on ne devrait plus avoir d'erreur. Et on va voir les deux to-do qu'on a créés ensemble dans le fichier précédent. D'accord? Donc ça a fonctionné. On a pu récupérer des données dans Redux. Alors évidemment, si je clique sur un des to-do ici pour essayer de changer son état, il y a tout qui crache. Pourquoi? On va aller voir. Donc ici, cet élément, il est bon. On va aller voir dans le composant to-do. Ah oui, le composant to-do, il a besoin de recevoir une props, qui est une fonction, qui s'appelle toggle, mais il ne la reçoit plus de nulle part, lui. Donc on va aller créer ça à nouveau via Redux, parce que ce qu'on veut faire, c'est dispatcher une action maintenant. On a créé une action pour toggler un to-do. Donc à nouveau, un petit peu la même idée. Je vais renommer ceci en underscore to-do, et je vais retourner une nouvelle version qui s'appelle to-do, et que je dois exporter, qui est une version connectée à Redux de underscore to-do. Alors, je vous ai dit que connect prenait une première fonction qui permettait de lire des informations de Redux. Mais ici, le to-do, il n'a pas besoin de lire des informations dans Redux, il reçoit déjà ça de son parent, de la to-do list. Ce qu'il a besoin, c'est de pouvoir dispatcher des actions. D'accord? Donc, la fonction qui était map_state_to_props, qui prenait le state et qui retournait des props, on n'en a pas vraiment besoin, on n'a pas besoin de lire des informations. En fait, connect prend une deuxième méthode, map_dispatch_to_props. Donc ça, c'est une fonction qui va recevoir la fonction dispatch et va retourner des props. Alors vous allez vite comprendre. Ici, j'ai besoin d'une props qui s'appelle toggle et qui est une fonction. Quand on l'appelle, on veut qu'elle change l'état d'un to-do. Donc, OK, on veut une props qui s'appelle toggle. Et donc, comme j'ai dit, c'est une fonction qu'on appelle, comme vous le voyez ici, on lui donne, quand on l'appelle, l'ID du to-do qu'on veut changer. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est prendre une fonction qui prend un ID, et ce qu'elle va faire, elle va dispatcher une action. Quelle action? C'est le type toggle to-do. Et le payload, c'est tout simplement l'ID du to-do que je reçois en paramètre. D'accord? Alors, connect, je vous l'ai dit, prend le premier, map_state_to_props, qui ne fait strictement rien, et map_dispatch_to_props, qui va me permettre d'injecter. Alors, comme map_state_to_props ne fait rien, je vais juste passer undefined, comme ça, je n'ai pas besoin de la définir. C'est très bien comme ça. Donc, je vais injecter une props qui s'appelle toggle, qui est une fonction. Donc, elle va être injectée et disponible ici. Et quand je clique sur le to-do, elle va dispatcher l'action. Alors, est-ce que ça fonctionne? Je garde la console ici. Donc, si je clique sur un to-do, il a bien changé de couleur. Et ce qu'on voit, c'est que mon réduceur qui log chaque action qui passe à l'intérieur, il reçoit bien toggle to-do avec l'ID du to-do sur lequel je clique. Voilà. Alors, dernière petite chose dans la présentation. Je vais retourner là où on avait créé Redux et je vais juste injecter un petit utilitaire lors de la création du store. Ce n'est pas très important, c'est quelque chose qui est très utile en développement. Redux DevTool Extension. Voilà, donc ça ressemble à quelque chose de spécial. Et en fait, c'est juste pour activer quelque chose qu'on a de disponible dans le navigateur. Une extension Chrome qu'on peut installer, qui est très sympathique quand on travaille avec Redux. Alors, est-ce que c'est assez grand? Oui, on est dans un cinéma. Alors, donc, ce qu'on voit, c'est que l'application, elle a démarré, et on voit toutes les actions ici à gauche
qui ont été dispatchées depuis le début. Donc vous vous souvenez la première, @init. Ensuite, on avait hard-codé l'ajout de 2 to-do et on avait hard-codé la complétion du premier. D'accord ? Donc on voit toutes les différentes actions qui ont été dispatchées. On peut cliquer sur une action, voir l'action en elle-même. On peut voir l'état juste après que cette action ait été processée par notre réduceur. On peut voir la différence dans le state, c'est-à-dire ici qu'on voit qu'il y a l'élément numéro 1 dans le tableau est devenu ceci. Par exemple, si on va dans le completed, dans le toggle to do, on voit que la différence entre l'état avant et après, c'est que le premier élément du tableau, completed, est passé à vrai. Alors, si maintenant je commence à utiliser mon application, à toggler des to-do, on voit que tout ça s'ajoute bien en dessous. D'accord, on voit toutes les actions qui ont été dispatchées et on peut inspecter les différents effets qu'il y a eu. Et alors, ce qui est très très sympa avec Redux, et qui est très sympa parce qu'on a cette notion d'immutabilité, je vous avais dit que le store n'est jamais changé. On crée à chaque fois une nouvelle version qui remplace l'ancienne. D'accord ? Et ce que fait cette extension, eh bien, tout simplement, c'est qu'au lieu de jeter l'ancienne à la poubelle, elle va la garder en mémoire. Et ce que ça permet, c'est de remonter dans le temps, en fait. Donc là, je peux remonter au début de mon application, où j'avais aucun to-do, d'accord ? Et je peux rejouer les différentes actions sur mon application, où on a ajouté un premier to-do, ajouté un deuxième to-do, toggler le deuxième, et puis j'ai commencé à jouer sur les différents to-do, et je peux rejouer toute la vie de mon application. D'accord ? Donc imaginez que si dans votre store Redux, vous traquez si un menu est ouvert ou fermé, si ce champ d'input contient tel texte, etc., vous pouvez vraiment rejouer et retourner dans le temps et voir vraiment l'application vivre. Alors ça peut être très sympa pour débugger ou pour rejouer des scénarios. Et c'est une propriété qu'on peut faire via Redux grâce à l'immutabilité et au paradigme qui est derrière. Voilà, c'était en très très concentré React et Redux en pile 1 heure. Magnifique. Wow. Donc, j'ai été assez vite sur les concepts. Donc tout d'abord, merci à tous. Les exemples de live coding, si j'ai été trop vite, vous les trouverez ici sur mon GitHub. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas si on a encore un peu de temps. On ne me met pas encore dehors. Donc voilà, un grand merci. Oui, je ne sais plus c'est laquelle la mienne. Fou. Merci. Bonjour. Déjà venu au MIG ou non? Ouais. Une présentation Angular? Oui, c'est ça. Ce serait pour une question pour monsieur. Oui, bien sûr. Par rapport à votre entreprise, en fait, à Cage. Oui, elle va pouvoir t'aider. Mais oui, vas-y. Il y a plusieurs collègues à moi qui étaient dans mon école, etc., qui y sont, ce genre de choses. Je me demandais si...